Salut, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, une vidéo explicative de ce que ça va vous prendre pour un premier match de PRS. L'idée du vidéo, c'est de mieux vous préparer pour votre premier match de PRS, puis pour ceux qui en font déjà, vous montrer un peu comment moi je prépare mes choses. Pour les nouveaux tireurs qui débutent ou qui veulent commencer ou qui veulent juste essayer pour voir c'est quoi le PRS, mon premier conseil reste toujours le même. Trouvez-vous des amis, trouvez-vous quelqu'un qui est dans le circuit, qui a déjà tiré les matchs de PRS, qui a déjà un peu de l'équipement, avant de vous équiper trop. Parce que ça se pourrait que vous, finalement, c'est pas une discipline de tir qui vous intéresse autant que ce que vous pensiez. Peut-être que vous êtes plus tir couché, du LR, du F-class ou du tir de pistolet, ces choses-là. Donc, avant d'aller acheter trop de choses, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, trouvez-vous un partenaire de tir. Écrivez sur les forums ou les groupes Facebook en disant je suis un nouveau tireur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parrainer pour mon premier match, me prêter les bagues, me montrer un peu comment faire. Je pense que c'est la meilleure idée que vous allez pouvoir avoir. Ce que je vais vous montrer, je vais le diviser en deux. Une première section qui est ce que vous devez avoir pour votre match. Il y a une partie là-dedans que va falloir que vous procuriez et que vous ayez pour vous présenter au match. Puis il y a une partie que vous allez pouvoir emprunter. Et dans un autre temps, les nice to have. Donc les must to have, ce que vous devez absolument avoir, puis les nice to have, les choses qui sont le fun à avoir, mais que c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Dans les must-to-have, les choses que vous devez absolument avoir, ben, c'est certain que ça vous prend un arme à feu. Encore là, vous pouvez l'emprunter à quelqu'un qui connaît ça, mais ça va vous en prendre une dédiée à vous ou que vous partagiez avec quelqu'un, parfois, selon les matchs, c'est autorisé, parfois non. Donc, renseignez-vous avant de vous présenter si c'est correct. Donc, c'est sûr que ça vous prend un arbre. Bon, c'est sûr qu'il faut un case barré pour pouvoir l'emmener dans le transport, etc. Deuxième chose que ça va vous prendre, des munitions. Normalement, la règle qui va s'appliquer, c'est à peu près une centaine de balles pour une journée de tir. Des fois, ils vont à 110, mais normalement, ça tourne autour de ça, si vous voulez une idée. Donc, les munitions, vous pouvez les emmener soit dans des boîtes comme ça. Il existe des choses que moi je préfère, qui sont, on va appeler ça des portefeuilles. En fait, qui sont une enveloppe de velcro divisée en sections dans lesquelles vous pouvez mettre les munitions. La seule utilité que ça a versus une boîte, c'est que ça prend un peu moins de place, que c'est plus léger une fois vide, plus léger puis plus mince. Donc, quand on fait des field match, donc des compétitions avec lesquelles on se promène avec notre sac à dos durant toute la journée, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est vraiment le fun d'avoir quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus petit que les grosses boîtes. Par contre, pour un premier match, ça n'a vraiment pas d'importance. Avec la munition, ce que ça va vous prendre, c'est ce qu'on appelle une drop chart. N'importe quel modèle ou application de balistique que vous pouvez prendre. Il y en existe beaucoup pour les cellulaires. Il y en a beaucoup des gratuites aussi, Sterlock, Apply Ballistic. Moi, celle que j'aime le plus, c'est sur Internet directement, JBM Ballistic. Vous rentrez les données, ça vous donne une charte, vous pouvez l'imprimer. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé de plus fiable en termes de charte, mais n'importe quelle solution balistique va marcher. Des Kestrel aussi. Que ce soit un Kestrel, assurez-vous d'avoir des batteries de spare si c'est ça que vous utilisez. Par contre, les Kestrel sont relativement chers là, avec les applications balistiques. Et même moi-même ayant un Kestrel, j'ai toujours dans mon sac à dos une poche avec une charte balistique papier que j'ai faite sur JBM. Les caractéristiques d'une charte balistique, si vous la faites imprimer, moi je la fais par incrément de 5 verges. Parce que quand on est rendu à tirer des très longues distances, là, à passer 1 km ou autour d'1 km, 5 verges, ça compte beaucoup. Si vous y allez par incrément de 100 verges, par incrément de 50 verges, il y a des très très fortes chances que vos munitions passent au-dessus ou en dessous parce que vous allez estimer à peu près combien vous êtes. Là. Admettons que vous êtes par incrément de 100 verges, puis vous tirez à 860 verges.
Là, vous faites les maths pour dire, bon, ben, c'est à peu près là que ça va être. Dû à peu près en compétition, ça va vous coûter des points, puis ça fait une mauvaise expérience la première journée si vous manquez des cibles juste à cause de ça. Donc, charte balistique obligatoire. Dans le meilleur des mondes, vous allez l'avoir testé à l'avance aussi. C'est-à-dire, si vous êtes capable de trouver des spots, je vais dire jusqu'à 600 mètres, pour tirer, puis valider que ce que la charte balistique vous donne en termes de chiffres fit avec avec la drop réelle de votre boulet, c'est vraiment utile. Si ça ne fit pas, vous pouvez essayer 3-4 applications balistiques, rentrer les mêmes infos, puis voir si vous arrivez à peu près aux mêmes données. Si oui, c'est que c'est à peu près fiable. Si d'une application à l'autre, ça ne marche pas, va falloir vraiment valider. Comme je vous dis, ce que j'ai trouvé de meilleur, c'est JBM Balistique sur Internet, qui se rapprochait le plus des drops réels. Sinon, les Castrels, c'est vraiment bon aussi. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui est à l'aise avec un ou avec l'autre, qui peut rentrer vos infos puis regarder ce que ça donne, ça va déjà être un gros plus. Euh, Après la drop chart, ce que je vous dirais très utile, c'est un sac à dos. Un sac à dos ou un sac, peu importe, ça peut même être un sac de sport pour trimballer votre stock au courant de la journée parce qu'en règle générale, on se promène un peu. Pas nécessairement des grosses marches, là, mais quand même, quand tu as 50-60 mètres à faire, tu as une carabine, tes munitions, tu as ta nourriture, ton eau, des bagues, ces choses-là. C'est le fun de pouvoir tout trimballer dans quelque chose. Pas besoin d'un immense sac. Plus vous prenez des gros sacs, plus vous allez mettre du stock dedans, plus ça va être lourd et chiant à trimballer. Lui, je pense, c'est un 40 litres. Puis la moitié des compétitions, il reste encore beaucoup de place dedans. Là, je mets du linge juste pour qu'il se tienne bien. Ensuite, comme j'ai dit, nourriture, eau. La plupart des matchs fournissent pas le lunch. Il y en a certains, comme à Valcartier, qui vont le fournir en règle générale. Mais assurez-vous de ne pas manquer ni d'hydratation, ni de nourriture, là, parce que manger un petit peu tout le long de la journée, être sûr de ne pas manquer d'énergie. Puis vous hydrater régulièrement quand c'est des grosses températures, du gros soleil, c'est super important. Ensuite, protection auditive, que ce soit des coquilles, que ce soit des earplugs, peu importe. Assurez-vous d'avoir de la protection, c'est obligatoire. Personnellement, j'utilise pour la première fois depuis quelques temps là, des earplugs électroniques. Ce qui est le fun avec l'électronique, c'est que vous commencez pas à crier après tout le monde rendu au milieu de la journée parce que vos batteries sont mortes ou parce que en fait, si c'est électronique, les batteries vont mourir. Là. Mais contrairement à des coquilles normales, dans le fond, là, vous commencez pas à crier après les gens, puis à la fin de la journée, quand vous les enlevez, vous continuez avec un gros ton de voix. C'est vraiment plus le fun. Puis sinon, après ça, les plugs ou les coquilles, c'est vraiment à préférence personnelle. Une autre pièce d'équipement que vous voudriez avoir, c'est obligatoire pour réussir à passer à travers le match. Par contre, ça fait partie des items que vous êtes mieux d'emprunter les premières fois plutôt que d'en acheter trop, puis finalement, il y en a la moitié qui ne vous serviront pas. Les bagues. Euh, les bagues, en PRS, il y a beaucoup de tirs qui sont positionnels. Et donc, on va tirer d'une barricade, on va tirer des tonneaux, on va tirer d'un 2 par 4 un peu croche, on va tirer d'une roche, on va tirer par terre. Donc, on a besoin d'avoir des bagues qui sont modulables, qu'on est capable d'utiliser à différents endroits pour différentes choses. Il en existe une panoplie immense. Les plus connus sont les Game Changers. Ici, j'ai un pin size qui est la version plus petite. On va le déposer ici, mais j'ai aussi des versions plus grosses de Game Changer qui ont un cover grippy. Ceux-là sont en wax canvas. Ils ont différents modèles. On a aussi ce qu'on appelle des pump pillows. Donc, c'est des bagues qui servent à faire du positionnel, donc à combler des trous à gauche et à droite. Des beanbags normales qu'on utilise comme support arrière, qu'on peut utiliser comme support avant. Il y en existe dans différentes grosseurs, différents médias, en sable plus lourd, en plastique recyclé ou en billes plus légères, etc. Donc, il y en existe vraiment beaucoup. Au final,
je vous dirais que j'utilise toujours les deux mêmes. C'est le pin size puis un beanbag normal pour à peu près 99% du temps. Une fois de temps en temps, je vais prendre d'autres bags pour des situations particulières, mais en règle générale, j'utilise les deux mêmes. Par contre, les deux mêmes que moi j'aime ne seront pas les deux mêmes que d'autres personnes vont prendre. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'au début, c'est bon de ne pas s'en acheter, d'aller essayer ceux des autres, de trouver un avec lequel on est vraiment à l'aise, puis à ce moment-là, de commencer à s'équiper. Surtout pour les premiers matchs. Des bags, ça monte facilement à 200$ le bag. Si vous êtes pris pour vous en acheter 5-6, puis finalement vous en utilisez juste un ou deux, faites le calcul, là, vous venez de mettre 1000$ dans les poubelles comme ça. La dernière chose qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle des chamber flags. Si vous n'en avez pas avant la compétition, la plupart du temps, ils vont vous en fournir. Sinon, il y a beaucoup de gens qui en ont en spare. Stressez-vous pas avec ça. Un chamber flag sert à montrer que votre arme est déchargée. Donc, vous ouvrez la culasse, vous rentrez ça à l'intérieur de la chambre, ça montre qu'il n'y a pas de munitions. C'est obligatoire parce que du moment que vous avez terminé de tirer votre stage, on vous demanderait de montrer que votre arme est sécuritaire. Vous ouvrez le bolt pour enlever la dernière cartouche ou la douille. Vous rentrez ça à l'intérieur, votre arme est déchargée, puis ça le prouve. Puis vous le laissez jusqu'à votre prochain stage où est-ce que vous rechargez votre arme. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur toutes les armes qui ne sont pas en train de tirer. Ça vous en prend un obligatoirement. L'autre chose, là on commence à tomber dans les choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui sont très très fortement pratiques. Vous pouvez emprunter, il y en a beaucoup de tireurs comme moi qui en ont 3-4 qui utilisent plus maintenant ou qui utilisent un, puis j'en ai encore plusieurs parce que ça coûte pas très cher. C'est quelque chose pour marquer vos drops. Parce que en PRS, on tire sur plusieurs cibles en même temps à l'intérieur d'un seul stage. C'est faisable de tout garder en mémoire, mais des fois, quand on tire sur 5-6 cibles différents, qu'il y a 2-3 mouvements différents, les ordres de cibles changent au courant du stage, ça commence à en demander beaucoup pour le mental, pour la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on écrit normalement sur c'est un petit bout de plastique finalement qu'on est capable d'effacer. Après, on écrit nos drops. Cible 1, telle correction, cible 2, telle correction, cible 3, telle correction. Comme ça, on est capable de le garder en tête quand on tire. Si jamais on oublie, on fait juste faire un petit ziotage rapide. Il y en existe qui vont sur les armes comme celui-là qui s'accroche sur la règle juste à côté du télescope. Il y en a d'autres qu'on peut se mettre sur les bras, écrire, puis finalement ça a la même utilité. Comme je dis, ça coûte pas très cher, mais vous pouvez l'emprunter au début pour voir si vous avez une préférence sur le bras ou sur l'arme. On n'est pas c'est pas obligé, comme je dis, vous pouvez y aller par mémoire, mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser ça. Bien sûr, avec ça, ça va vous prendre des crayons, des crayons, des crayons marqueurs, des stylos, ces choses-là, pour noter les drops, noter les distances, puis noter vos scores aussi au fil de la journée. Ça fait le tour pour les must to have. Dans les nice to have, il y a beaucoup d'autres options. Le PRS, c'est un peu comme le golf. Il y a de l'équipement en pu finir, il y a des qualités en pu finir. Vous pouvez avoir, vous pourriez ne jamais voir la fin de votre portefeuille si vous le désirez. Donc, moi, je vais faire un tour rapide de ce que je traîne en règle générale, mais ça ne s'arrête pas du tout là. On a déjà passé au travers des différents bags. Là. Comme je dis, il y a des obligatoires. Un, c'est le minimum à avoir, mais il y en existe une grosse panoplie. Essayez-les pour voir ce que vous aimez. C'est mon mot d'ordre par rapport à ça. Après ça, il y a les spotting scopes. C'est ce qui sert à regarder les cibles, à regarder les impacts, à regarder comment les autres tireurs s'en sortent si vous voulez voir les cibles. Ça vous permet aussi de regarder les arbres et l'environnement autour pour voir le vent, que ce soit des jumelles ou que ce soit un spotter dédié au tir, ça donne pas mal la même utilité. Et on va chercher pas mal les mêmes informations. C'est pas obligatoire. En règle générale, dans les matchs, il y en a beaucoup. À l'intérieur de votre squad dans laquelle vous allez être, normalement, il y a à peu près une dizaine de personnes par squad. Et c'est sûr qu'il va en avoir là-dedans, qui vont avoir les leurs. Puis vous avez juste besoin de leur demander pour les emprunter quand vous voulez regarder, savoir où sont les cibles, regarder un peu le vent, ces choses-là.
avec les spotting scopes, normalement, ça prend un trépied en dessous pour pouvoir regarder. Les trépieds sont utilisés pour les spotters, mais on les utilise aussi pour nos carabines. Donc, normalement, on prend des trépieds assez robustes pour pouvoir tirer dessus. Puis on utilise les trépieds comme support arrière. Est-ce que c'est obligatoire? Certainement pas. Est-ce que c'est utile? Parfois oui. La plupart du temps, c'est plus un problème qu'un avantage, surtout si vous ne pratiquez pas avec. Si vous n'avez jamais utilisé un trépied, une compétition, c'est pas le moment pour commencer à essayer pour voir si vous aimez, si vous n'aimez pas. C'est sûr. En fait, j'ai jamais vu personne ne pas se planter à leur première fois avec un trépied. Donc, si vous ne l'avez pas pratiqué, commencez pas en compétition. Vous pouvez essayer à l'extérieur pour voir si vous aimez, etc., pour vous pratiquer. Comme je vous dis, c'est pas obligatoire, mais c'est le fun à avoir dans certaines situations. Autre chose importante à avoir qui sont pas obligatoires, un rain kit, donc du linge pour la pluie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, mais je peux vous dire que s'il pleut, vous allez vraiment l'apprécier. Un rain kit pour vous, un rain kit pour votre arme. Il y en existe, là, c'est des petits capuchons qui se mettent au bout du canon et qui viennent recouvrir l'action puis le télescope. Ça empêche l'eau de s'accumuler un peu partout à des places où on n'en veut pas normalement. Comme je dis, c'est pas obligatoire, vous allez être beaucoup plus confortable s'il pleut. J'en amène tout le temps un. Ensuite, ce que je traîne beaucoup, à peu près tout le temps, s'il n'est pas dans mon sac en train de se promener avec moi, il va être dans mon auto, pas très loin. C'est un kit de nettoyage, un kit d'outils. Ici, c'est gros comme ça. Là-dedans, j'ai tout pour pouvoir démonter ma carabine au complet, la nettoyer puis la remonter. J'ai un torque wrench, je vais vous faire un zoom sur un autre plan de caméra. Mais il y a un torque wrench, il y a des outils pour gratter, il y a des brosses pour nettoyer, il y a à peu près toutes les pointes de tournevis possibles, des batteries de spare, les outils pour ajuster les télescopes, pour nettoyer le télescope, des multitools, des Allen keys, du tape électrique, puis des bore snakes pour nettoyer aussi, des brosses pour la chambre, grosso modo. Là. C'est vraiment un kit complet pour éviter, en règle générale, les problèmes. Parce que ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri que les rings de notre télescope se dévissent au courant de la journée, qu'il y a du sable qui se ramasse dans notre chambre en grosse quantité, puis qu'il faille le nettoyer. Plein de situations comme ça qui peuvent arriver. Avoir un kit de nettoyage pas loin, c'est toujours utile. Mais il y a beaucoup de gens qui en ont. Fait que si jamais vous avez des problèmes, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous aider. Des baguettes à canon aussi, parce que ça arrive souvent qu'il y a des boulets qui se coincent à l'intérieur des lenses, qu'il faille le retirer. C'est ça qui fait le tour de mon côté. Il y a deux, trois autres petites choses. Des fois, j'emmène un rangefinder. En fait, la plupart du temps, j'emmène un rangefinder. C'est pas du tout obligatoire, mais des fois, on se pose des questions sur est-ce que la cible est vraiment à la bonne distance parce que personne ne la touche. On confirme les distances ou finalement on se rend compte qu'elle n'était pas à une bonne distance, etc. Mais ça, la plupart du temps, les organisateurs en ont. Je le traîne juste par souci de ne pas les déranger si jamais on se pose des questions. Mais c'est pas mal ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour votre équipement, pour votre premier match. Comme je vous ai dit, se trouver un partenaire, c'est l'étape la plus importante et la plus simple pour commencer avant de dépenser des sommes astronomiques à l'intérieur de ça. Trouvez-vous un partenaire, allez essayer, voyez si vous aimez ça, voyez ce que vous préférez, puis à partir de là, achetez tranquillement, pas vite, les choses qui vous aident et que vous appréciez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'y répondre, d'écrire dans les commentaires, puis je réponds dès que je peux. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter un bel hiver, puis une belle saison 2021. On va espérer que ça va mieux se passer que 2020.